Camara, M. C.C. Raphaël Haba, le colonel Claude Pivy en fuite et autres. Les partis civils, M. Wouri Bailoba et autres. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, la Fédération internationale de Ligue des droits de l'homme et l'AVIPA, l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre. Monsieur le Président, honorable assesseur, avant de commencer ma plaidoirie, permettez-moi de louer le professionnalisme et la capacité d'écoute dont vous aviez fait preuve dans la gestion de ce dossier. Ce professionnalisme et cette capacité d'écoute ont permis le jaillissement de la vérité dans cette affaire dont votre tribunal criminel est saisi par ordonnance numéro 007/2017 du 29 décembre 2017. Monsieur le Président, honorable assesseur, permettez-moi de préciser qu'en cette matière, c'est la liberté des preuves qui est consacrée. Et cela trouve son siège dans les dispositions de l'article 497, dont la teneur suit. Or, les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur les éléments de preuve produits au débat et contradictoirement discutés devant lui. Monsieur le Président, honorable assesseur, je ne vais pas m'attarder sur les faits. Ce qu'il faut retenir, parce que ces faits ont été passés au peigne fin par mes prédécesseurs. Mais ce qu'il faut retenir est que, par ambition démesurée, par l'obsession de conserver, de se maintenir au pouvoir, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui comparaît par devant vous, et ses éléments se sont rendus coupables des infractions ci-après. Le viol, l'assassinat, les pillages, la torture, l'enlèvement, la séquestration, la détention illégale d'armes par les recrues de Calais. Monsieur le Président, permettez-moi de parler de ces accusés un à un. Pourquoi? Parce que chaque accusé a sa situation pénale distincte de celle des autres. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je commencerai par le capitaine Moussa Dadis Camara, qui était à l'époque des faits le président de la République, le chef de la junte, le commandant en chef des forces armées. Cet accusé est renvoyé, comme je l'ai tantôt dit, par devant votre tribunal criminel pour des infractions ci-après. Pour complicité d'assassinat, pour complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration, pour complicité de coups et blessures volontaires, pour complicité de pillage et de destruction de biens mobiliers, et enfin pour complicité de vol à main armée. Monsieur le Président, honorable assesseur, la complicité étant une infraction de conséquence, il est judicieux de démontrer les éléments constitutifs de chacune des infractions dont la complicité est reprochée à M. Moussa Dadis Camara. Sur le crime d'assassinat,
Cette infraction est prévue et punie par les dispositions de l'article 208. Cet article dispose: le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est acquis au débat que ce sont les éléments de la garde présidentielle et les recrues de Kaléa qui étaient au stade. Monsieur le Président, honorable assesseur, nul n'ignore que les recrues avaient leur base au camp Kaléa, se trouvant à Forêt-Karia. Forêt-Karia qui se situe à plus de 150 km de la ville de Conakry. La mobilisation d'un nombre important de ces recrues de Forêt-Karia à Conakry, les nourrir, les loger, les doter d'armes avant de les infiltrer au stade ne pouvait se passer sans la participation du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est également incontestable que ces gardes présidentiels et ces recrues ont été dotés, Monsieur le Président, d'armes létales, d'armes blanches, de machettes, de couteaux pour la perpétration du crime d'assassinat. En tout état de cause, toutes les parties à ce procès sont d'accord qu'il y a eu effectivement cas d'assassinat perpétré au stade par les éléments de la garde présidentielle et les recrues de Kaléa. Sur la complicité, Monsieur le Président, honorable assesseur, la complicité est prévue et punie par les dispositions des articles 19 et 20 du Code pénal. Je commence par l'article 19. La complicité est le fait pour un individu de participer à toute connaissance de cause à la réalisation d'un crime ou d'un délit dont un autre est l'auteur principal. L'article 20 poursuit: sont punis comme complices d'un fait qualifié de crime ou de délit ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre, comme le cas présent. Ceux qui procurent des armes, des instructions ou tout autre moyen qui sert à l'action, sachant qu'il doit y servir. Monsieur le Président, c'est le cas présent. C'est ce que nous avons vécu lors des événements du 28 septembre 2009. En l'espèce, il est acquis au débat qu'il y a eu des actes préparatoires pour infiltrer les manifestants au stade du 28 septembre. Pour ces actes préparatoires, le capitaine Moussa Dadis Camara a joué un rôle important, très important d'ailleurs. Ces actes préparatoires sont, entre autres, le recrutement des miliciens appelés recrues de Kaléa, qui ont été transportés de Forêt-Karia, comme je l'ai tantôt dit, pour Conakry, logés au camp Alpha Yaya Diallo, siège du pouvoir, nourris, habillés, avant d'être infiltrés au stade pour commettre ces crimes d'assassinat. Cette présence des recrues de Kaléa ne pouvait être ignorée par le capitaine Moussa Dadis Camara. Et bien au contraire, c'est lui qui a donné les moyens, les instructions d'abord et les moyens nécessaires pour la perpétration de ces infractions. Ces faits sont étayés par les déclarations du commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Tomba, son homme de confiance, son protecteur. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité a dit à cette barre
qu'il avait reçu l'ordre de capitaine Moussa Dadis Camara pour le stade. Il a dit, il a insisté dessus, Monsieur le Président, même lors de la confrontation ici. Monsieur Mamadi Soumaoro, l'un des témoins qui était au stade Kalia pour suivre sa formation militaire, a également déclaré que les recrues ont quitté les camps les 24 et 25 septembre 2009 pour être conduits à Conakry. Monsieur le Président, honorable assesseur, ces déclarations sont également confortées par celles de M. Youssouf dit Joly. Ce dernier, Monsieur le Président, a déclaré à cette barre que le capitaine Moussa Dadis Camara, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, se lavait avec du sang humain fraîchement recueilli. Il a dit ici, Monsieur le Président, il a insisté dessus. Monsieur le Président, ce qu'on ne comprend pas dans ce dossier-là est le fait que ces recrues fraîchement arrivées de Fodekaria soient... Vous n'aviez pas la police de l'audience, doyen. Monsieur le Président, honorable assesseur, lors de la projection des images ici dans cette salle d'audience, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba... Vous faites de trop, hein, s'il vous plaît. Excusez, continuez. Merci, Monsieur le Président. Lors de la projection des images ici dans cette salle d'audience, le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba a déclaré que c'est le capitaine Moussa Dadis Camara qui lui avait donné l'ordre d'aller au stade pour agir. Le colonel Claude Pivi, dans son procès verbal d'interrogatoire du 10 septembre 2014, à la page 3, a déclaré que les hommes qui étaient au stade, à savoir le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, Marcel Guilavogui, son adjoint, le colonel Thieboro et ses hommes relevés directement du président de la République. Le capitaine Moussa Dadis Camara, sachant bel et bien qu'aucun de ces hommes ou de ces services n'était indiqué pour le maintien d'ordre, les a choisis et instruits avec des moyens appropriés pour aller perpétrer ces massacres. C'est ainsi, Monsieur le Président, honorable assesseur, qu'au petit matin du 28 septembre 2009, lorsqu'il a été informé que les manifestants affluaient au stade, il s'exclamait en ces termes: Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter. Il faut les mater. Comme si le pouvoir était un objet à ramasser. Après s'être battu comme un lion lui-même pour aller au stade pour perpétrer ces infractions. Ces gardes présidentiels, les recrues, les services spéciaux, forts des instructions et moyens donnés par le capitaine Moussa Dadis Camara, ont laissé d'abord les manifestants remplir le stade pour ensuite lancer l'assaut, au cours duquel des citoyens non armés ont été abattus à bout portant. Des femmes violées. C'est avec le cœur serré, Monsieur le Président, que je prononce le mot violer. Pourquoi? Parce que je suis une femme, je suis une mère, je suis une sœur. Aucune mère n'aimerait voir son enfant, sa fille, victime de viol. C'est difficile.
Mais c'est la réalité, Monsieur le Président. Et puis ce qui est choquant dans cette affaire est que ces femmes, certaines de ces femmes victimes de viol n'avaient pas 18 ans. C'était des mineurs, des femmes qui n'avaient jamais connu l'homme auparavant. Je m'arrête là pour passer. Des femmes violées à ciel ouvert, des manifestants enlevés et conduits dans certains camps militaires où ils ont subi des tortures, des traitements cruels et inhumains. Et certaines femmes manifestantes ont été réduites en esclavage sexuel pendant plusieurs jours. Monsieur le Président, honorable assesseur, il est évident que les faits sur ce décret sont constitutifs de complicité d'assassinat à l'égard du capitaine Moussa Dadis Camara. Sur les enlèvements, séquestration, torture, sur la complicité. Ces infractions sont prévues et punies par les articles 303 et 232 du Code pénal. L'article 333 dispose: le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans. Si la détention ou la séquestration a duré plus d'un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. L'article 232 poursuit. Au fin de la présente section, le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Dans ce cas de figure, il est acquis au débat que lorsque les militaires et les miliciens ont lancé l'assaut sur les manifestants, il y a eu une panique générale. Et certains de ces manifestants ont été enlevés et conduits au camp Alpha Yaya Diallo, au camp Makambo, anciennement appelé Kankundara, pour y être séquestrés et torturés. Ces faits sont soutenus par les déclarations de Sergent Paul Mansa Guilavogui dans son procès verbal d'interrogatoire à la barre et à cette barre, qui reconnaît que les manifestants ont été conduits au camp Makambo où ils ont subi des tortures, des traitements cruels et inhumains. Maître Souleymane Baldé, M. Khalid Diallo ont également déclaré avoir été enlevés et conduits au camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence d'alors, où ils ont été séquestrés dans un conteneur hermétiquement fermé avec toutes sortes de tortures et de menaces. Ces faits sont les conséquences de l'exécution des instructions, aides et fournitures de moyens de capitaine Moussa Dadis Camara aux éléments de la garde présidentielle, aux services spéciaux de Kéboro et aux miliciens infiltrés. Dès lors, il y a lieu de retenir le capitaine Moussa Dadis Camara dans les liens de culpabilité, de complicité, d'enlèvement, de séquestration et de torture. Sur la complicité des coups et blessures volontaires et de pillage et de destruction de biens mobiliers. Ces infractions de coups et blessures volontaires sont prévues et punies par les articles 239 à 242 du Code pénal. L'article 239 dispose: tout individu qui donne volontairement des coups ou fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Merci du regard, mon président. En l'espèce, nul ne peut contester qu'il y a eu des coups et blessures au stade du 28 septembre sur les manifestants.
Les certificats, les actes, Monsieur le Président, versés au dossier peuvent l'attester. N'eût été le plan machiavélique monté par le capitaine Moussa Dadis Camara et exécuté par ces éléments, il est évident que ces infractions ne seraient pas commises à l'égard des paisibles citoyens. Dès lors, il y a lieu de le retenir pour la complicité des infractions dont je viens de faire état. Sur la complicité de vol à main armée, de procurer illégalement des armes et munitions aux recrues de Kalia, ayant servi aux crimes et délits commis au stade, tout en sachant qu'ils devraient y servir. Ces infractions dont la complicité est reprochée au capitaine Moussa Dadis Camara sont également prévues et punies par les articles 373, 848 et 849 du Code pénal. Il est acquis au débat que lors de la répression sanglante du 28 septembre 2009, qu'il y a eu des vols à main armée perpétrés par les hommes habillés et des miliciens sur les paisibles citoyens. Il est également acquis au débat, au regard des éléments contradictoires débattus, que les recrues venus de Kalia et les éléments de la garde présidentielle avaient été dotés d'armes blanches et d'armes létales pour lancer l'assaut. Ces faits sont confortés par des déclarations du commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba dans son procès verbal d'interrogatoire du 23 mars 2017 à la page 5 en ces termes. Dans la même journée, le groupe de la garde parallèle, dont le capitaine Gono Sangari et autres, se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont trouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Dadis qui a donné l'ordre. Ces armes ainsi que d'autres moyens ont été fournis par le capitaine Moussa Dadis Camara pour mater les manifestants. Et quoi faites-vous, monsieur? Parce qu'il pensait, monsieur le président, avoir perdu le pouvoir. Et il fallait à tout prix le récupérer, même au prix des vies humaines. Il fallait à tout prix le récupérer. J'insiste dessus, même au prix des vies humaines. Monsieur le Président, honorable assesseur, dès lors, il conviendrait de le retenir dans les liens des infractions dont je viens d'énumérer. Sur le cas, maintenant, de commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, il est évident au regard des éléments de preuve discutés contradictoirement à cette barre, qu'il sera retenu dans les liens de la culpabilité, d'assassinat, de complicité de viol et de complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration. Sur le crime d'assassinat, cette infraction est prévue et punie par les dispositions, comme je l'ai tantôt dit, de l'article 208 alinéa 1er du Code pénal. Dont je me réserve de reprendre la lecture. Ainsi, M. Toumba Diakité était au moment des faits le commandant de la garde présidentielle, l'aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara. À ce titre, il avait une influence directe sur ces hommes. Pourquoi? Parce que ces hommes relevaient directement de lui.
M. Toumba a déclaré à cette barre, Monsieur le Président, qu'au moment où il rentrait au stade, que le commandant Marcel et ses hommes, qu'il était en compagnie du commandant Marcel et de ses hommes, qui tiraient en direction du stade. Il l'a dit, il a insisté dessus. Ces balles tirées par les éléments qui l'entouraient avaient pour cible quand même les manifestants, parce que c'est les hommes qui étaient au stade. Bon, faites un effort de parler dans les micros. D'accord. Je disais, au moment où il y rentrait, il est acquis au débat qu'il était entouré des éléments de la garde présidentielle qui relevaient de lui et qui tiraient en direction du stade. Ces balles tirées par les éléments qui l'entouraient avaient pour cible les manifestants qui étaient au stade. Ici, à cette barre, le commandant Toumba lui-même a reconnu qu'il détenait ce jour sur lui un pistolet de type Colt 45 et 4 grenades. Ce pistolet est une arme létale qui a été utilisée par lui pour commettre un crime d'assassinat, le crime d'assassinat sur les manifestants non armés. Monsieur le Président, les éléments de la garde présidentielle qui étaient au stade n'avaient pas pour mission le maintien d'ordre. Donc rien ne justifiait sa présence au stade, si ce n'était que de mater, de massacrer les manifestants. Ces faits sont étayés par les déclarations de M. Blaise Gomo, consignées dans son procès verbal en date du 2 mars 2015 à la page 3. À l'arrivée de ces bérets rouges, je n'ai pu dévisager que le lieutenant Toumba. Il y avait 4 ou 5 pick-up de bérets rouges. Dès qu'ils sont descendus, ils ont encerclé Toumba avant de se mettre à tirer tout en se dirigeant vers l'enceinte du stade. Mamadou Cellou Dalein Diallo, dans son procès verbal d'audition de partie civile du 14 mars 2015, à la page 3, déclarait ceci. L'ambiance était bon enfant aussi bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête le commandant Toumba Diakité, ils ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu des manifestants tomber. Je ne réalisais ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Les gens tombaient par dizaines. C'est Mamadou Cellou Dalein Diallo qui a déclaré ça devant le pôle des juges d'instruction. Monsieur Lounse Fall, dans son procès verbal d'audition de partie civile en date du 13 octobre 2014, à la page 3, déclarait aussi. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Le commandant Toumba Diakité lui-même a affirmé ici à cette barre qui s'était rendu au stade avec un certain forum qui serait le féticheur, le capitaine Moussa Dadis Kamara. Alors que, lors de l'interview qu'il avait accordée à la RFI, il avait reconnu s'être rendu au stade avec un groupe de militaires pour agir et sur ordre du capitaine Moussa Dadis Kamara. Monsieur le Président, honorable assesseur, quand un chef militaire, un commandant de la garde présidentielle, un homme qui est formé pour tuer,
tient de tels propos, c'est-à-dire agir sur les instructions du président de la transition, la signification de cette expression n'est pas à rechercher ailleurs. Il s'agit bel et bien des crimes commis au stade le 28 septembre 2009. Monsieur le Président, toutes ces déclarations sont confortées par celles de son supérieur hiérarchique, direct, de son patron, le capitaine Moussa Dadis Camara, dans son procès verbal d'interrogatoire. Dans son procès verbal d'interrogatoire, lui aussi, il déclarait ceci concernant son aide de camp, l'homme à qui il a fait confiance. À son arrivée au stade, j'ai constaté qu'il portait un blouson communément appelé parka, sur lequel étaient dissimulées plusieurs grenades et autres armes. À ma question de savoir pourquoi il a commis ces actes, il m'a réitéré qu'il ne me revenait pas de faire un tel travail et que ce qui a été fait, c'est son rôle. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce faisceau d'éléments parmi tant d'autres est la preuve que les faits d'assassinat reprochés au commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba sont constitués à son égard. Sur la complicité de viol. Le viol dont la complicité est reprochée à M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba est prévu et puni par les dispositions de l'article 268 du Code de procédure, du Code pénal, dont la teneur suit. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, sur la personne d'autrui, avec violence, surprise et contrainte, constitue le viol. En l'espèce, il est acquis au débat que certaines femmes avaient non seulement été violées au stade, à ciel ouvert, mais aussi d'autres ont été enlevées et conduites au camp Makambo, anciennement appelé Kankundara, et au camp Alpha Yaya Diallo, où elles ont été réduites en esclavage sexuel, avec des cas de viol collectif. Ce qui est choquant, c'est le fait pour ces violeurs d'utiliser des bois, des bouts de canon et d'autres objets durs pendant l'acte sexuel. Ces faits sont attestés, Monsieur le Président, honorable assesseur, par le gynécologue Dr Namouri Keita, qui a comparu à cette barre à l'audience du 29 janvier 2024. Il a déclaré ceci. Pendant que je consultais des femmes victimes de viol, j'ai extrait des bouts de bois dans leur partie intime. Donc, Monsieur le Président, la présence de commandant Toumba au stade, je dis bien, la présence de commandant Toumba au stade a galvanisé l'énergie et l'appétit de ces éléments dans leur volonté de commettre ces crimes de viol. La panique générale qui s'est installée chez les manifestants, provoquée par des tirs des éléments de la garde présidentielle dirigés par le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, a permis à ces éléments de perpétrer des viols sur les femmes qui ont eu leur habit déchiré et abusé sexuellement avant de subir des traitements cruels et inhumains. Ces jours, si Aboubakar Sidiki Diakité n'était pas venu au stade pour appliquer et faire appliquer les instructions de son patron, le capitaine Moussa Dadis Camara, de mater les manifestants,
ces crimes ne seraient pas commis. Monsieur le Président, honorable assesseur, l'instruction de Maté englobait pour le commandant Toumba et ses hommes l'assassinat, le viol, l'enlèvement, la séquestration et la torture. En résumé, les militaires et miliciens dirigés par le commandant Toumba avaient la carte blanche de faire des manifestants tout ce qu'ils voulaient. C'est pourquoi il doit être retenu dans les liens de la culpabilité pour complicité de viol. Sur la complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration, ces infractions dont la complicité est reprochée au commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba sont prévues et punies par les dispositions des articles 19, 303 et 232 du Code pénal, dont le contenu, dont je me réserve, Monsieur le Président, je vous épargne la lecture. Les massacres du 28 septembre sont loin d'être un acte spontané. Ils sont le résultat d'un plan qui a été élaboré avec des actes préparatoires conséquents et des instructions très précises. Il est constant qu'il était intégré dans ce plan des instructions à des éléments de la garde présidentielle de procéder à des enlèvements, à des tortures et à des séquestrations des manifestants à divers endroits de la ville de Conakry. La preuve la plus illustrative de cela est que des manifestants avaient été enlevés au stade et conduits dans certains camps militaires où ils ont subi des traitements cruels et inhumains, et des femmes soumises à des cas de viol collectif, et ce pendant plusieurs jours. Comment tout cela pouvait se passer dans des camps militaires, notamment au camp Makambo, anciennement appelé le camp Koundara, et au camp Alpha Yaya Diallo, qui était le siège du pouvoir, sans que le commandant de la garde présidentielle et le président de la République ne prennent des dispositions pour y mettre fin et éventuellement sanctionner les auteurs. Les instructions qui ont été données à Touba de mater les manifestants ont été fidèlement transmises par ce dernier aux subordonnés et miliciens pour la commission de toutes les infractions reprochées. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce faisceau d'éléments sus-relatés prouve à suffisance que les faits de complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration sont constitués à l'égard du commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Touba, qui comparaît par devant vous à cette barre. Sur le cas de capitaine Marcel Guilabogui, ce dernier est poursuivi pour assassinat, pour complicité de viol et pour cause et blessure volontaire. Sur l'assassinat, Monsieur le Président, honorable assesseur, quoiqu'il n'y avait pas un acte de nomination de capitaine Marcel Guilabogui, il est constant et acquis au débat qu'il était l'adjoint du commandant Toumba, qui était à son tour le commandant de la garde présidentielle. Sa qualité d'adjoint est reconnue par lui-même dans son procès verbal d'interrogatoire du 13 janvier 2010, à la page 2. Je cite: « Je travaillais comme adjoint du commandant Toumba. Mon travail quotidien consistait
à servir de garde rapproché au président Dadis. Je ne voulais même pas que le président Dadis soit informé de ma maladie parce qu'il tenait bien à moi. Fin de citation. Ces déclarations ont été également confortées par celles du commandant Aboubakar Toumba Diakité, son supérieur hiérarchique direct. Ce dernier déclarait à la 4e page, je cite, « J'ai été nommé commandant de la garde présidentielle et Marcel Guilavogui a été mon adjoint. » Fin de citation. Monsieur le Président, honorable assesseur, ce qui est évident et incontestable, c'est que le capitaine Marcel était l'un des militaires les plus puissants et les plus influents au moment des faits, compte tenu de sa proximité avec son oncle, le capitaine Moussa Dadis Camara. Mais malheureusement, le commandant Marcel Guilavogui a changé de maître. Mais érigeant la négation à moins de défense, capitaine Marcel Guilavogui, dans son procès verbal d'interrogatoire du 3 novembre 2010, et ici à cette barre, avait nié en bloc les faits mis à sa charge. Il est allé jusqu'à dire qu'il n'était pas au stade et n'était d'ailleurs au courant de rien. Cependant, il n'est pas facile de défendre un tissu de contre-vérité. C'est pourquoi, lors de son deuxième passage, il avait fait un revirement spectaculaire en reconnaissant qu'il était au stade et à la tête d'un contingent. Ce qui a conforté les déclarations de certaines parties civiles, de certains témoins et même de certains de ses co-accusés. Une fois au stade à la tête d'un contingent composé de milices, de bérets rouges et de gardes présidentiels, les balles ont commencé à pleuvoir sur les manifestants, entraînant des cas de mort, des blessés graves et bien d'autres infractions. Les militaires qui étaient armés parmi eux de machettes, de gourdins, de poignards, de flèches, ça n'était servi pour donner la mort et blesser les manifestants. Les leaders politiques qui ont eu la chance d'être extirpés et conduits à l'hôpital pour y recevoir des soins adéquats ont été pourchassés par lui et son contingent. C'est ainsi qu'ils se sont retrouvés devant la clinique Ambroise Paris, où était admis. Et là, il a fait sortir la grenade. Il a enlevé la cuillère. Il a brandi la grenade comme un trophée de guerre pour dire devant la clinique, il n'y a pas l'homme, c'est moi qui commande. Si vous n'obéissez pas, je vais réduire cette clinique en cendres et les vautours viendront fêter la gloire des cadavres. Monsieur le Président, honorable assesseur, un militaire ayant reçu une bonne formation ne saurait se comporter de la sorte en présence des civils, des personnes non armées. Mais l'obsession du pouvoir et la volonté de conservation de ce pouvoir ayant atteint leur point culminant, certains militaires ici présents étaient prêts à décimer tout un peuple pour y parvenir. Parmi ces preuves, il y a à titre indicatif le procès verbal d'audition de témoins du 13 septembre 2012 de Ansouman Kamara, commandant de la compagnie mobile d'intervention de la sécurité et de la sécurité, CMIS,
à la page 3. Il déclarait avoir vu des militaires arriver à bord de deux camionnettes Toyota et d'un véhicule de commandement. Dans ce groupe, il dit et persiste avoir vu le commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, et son adjoint Marcel Guilavogi. Monsieur Jean-Marie Doré a déclaré à la page 2 de son procès verbal d'audition de partie civile en date du 4 avril 2011 avoir été récupéré au stade par un groupe de militaires dirigé par le capitaine Marcel Guilavogi, qui s'est adressé à lui en ces termes. C'est toi qu'on cherche depuis 2 ans. Tout de suite, ils ont commencé à nous frapper. C'est toujours M. Jean-Marie Doré. M. Talibé et moi, après avoir délesté de nos portables, de nos portefeuilles, de nos téléphones portables, de ma veste, ils m'ont fait mettre à genoux et l'un des soldats à sa dévolution lui demande: je lui loge 2 balles dans la tête et on continue? Marcel a répliqué: non, ne fais pas ça. Il va être conduit au camp pour y être égorgé. C'est lui qui l'a dit. Il a reconnu le capitaine Marcel Guilavogi au stade. Il a reconnu. Il a même échangé avec lui. Il l'a dit. Ce faisceau d'éléments, Monsieur le Président, à titre indicatif, prouve à suffisance que les faits d'assassinat sont constitués à l'égard du capitaine Marcel Guilavogi. Sur la complicité de viol. Le viol dont la complicité est reprochée au capitaine Marcel Guilavogi est prévu par les dispositions de l'article 268 du Code pénal. Cet article dispose, comme je l'ai dit, tout acte de pénétration, de quelque nature que ce soit, qu'il soit sur la personne d'autrui, avec violence, contrainte et surprise, constitue le viol. Il est acquis au débat, à l'audience publique ici, qu'il y a eu des cas de viol au stade le 28 septembre 2009, commis sur les femmes par des militaires et miliciens dirigés par le capitaine Marcel Guilavogi. Pour la mise en exécution de l'ordre donné par le capitaine Moussa Dadis Camara de mater les manifestants, les chefs militaires qui étaient sur les lieux avaient donné à leur tour des ordres ou des instructions à leurs subordonnés en leur disant que tout leur était permis ce jour. Ce qui a donné lieu à des scènes de viol collectif des femmes de la manière la plus violente. Cela est d'autant vrai qu'aucun de ces militaires n'a été sanctionné, ni par le capitaine Marcel, ni par un autre chef militaire. Ces viols ont été attestés par M. François Sénifal dans son procès verbal d'audition de partie civile du 13 octobre 2014 à la page 4. Je cite: « Je précise que nombreuses sont des femmes qui ont été victimes de viols. Les populations de Dixine peuvent en témoigner. Toutes les femmes sont sorties du stade nues ce jour-là. C'est dans le quartier que des habits leur ont été prêtés. Parmi ces victimes de viol, d'autres ont peur de se faire voir. D'autres refusent de faire par pudeur. Même dans ma famille, il y a eu des victimes de viol. Je continue à accorder des traitements à certaines parmi elles. » À la 5e page du procès verbal, à la 5e page, dis-je, du même procès verbal, il déclare ceci: « Formellement, j'ai pu identifier le colonel Thiegoro, Marcel et le lieutenant Toumba Diakité. Ce qui nous frappait n'était autre que les gardes
les militaires de la garde de Dadis. Jean-Marie Doré, dans son procès verbal du 4 avril 2011, à la page 3, a déclaré: au moment où j'ai été mis à genoux, une de mes militantes, dont je ne retiens plus le nom, a été renversée par un groupe de jeunes militaires avant d'être violée devant moi. Ce faisceau d'éléments, à titre indicatif, prouve à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard de capitaine Marcel Guilavogi. Sur les coups et blessures volontaires, cette infraction est prévue et punie par l'article 239 du Code pénal qui dispose: tout individu qui volontairement donne des coups ou fait des blessures ayant entraîné une capacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans, comme je l'ai tantôt dit, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seules. Il est acquis au débat que le capitaine Marcel et ses hommes ont administré des coups aux manifestants ce jour 28 septembre 2009 au stade. Ces coups et blessures sont attestés par des certificats médico-légaux, par des certificats médico-légaux versés au dossier de la procédure. En plus de ces certificats, Jean-Marie Doré, dans son procès verbal, cité plus haut, a déclaré avoir reçu des coups de la part du capitaine Marcel Guilavogi et de ses hommes. Ces faits sont également étayés par les déclarations du commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, Sidia Touré et d'autres. Ce faisceau d'éléments, à titre indicatif, prouve à suffisance que les faits de coups et blessures volontaires sont constitués à l'égard du capitaine Marcel Guilavogi. Sur le cas de colonel Moussa Tchéboro Kamara, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter ça? Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Vous exagérez, hein, maître. Vous exagérez, s'il vous plaît, vous exagérez. Hein. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Sur le cas de colonel Moussa Tchéboro Kamara, cet accusé qui apparaît à toutes les étapes de la mise en exécution du plan de ces crimes poursuivis serait retenu dans les liens de la culpabilité de complicité d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration, de complicité de coups et blessures volontaires et de complicité de vol à main armée. Sur la complicité d'assassinat, colonel Moussa Tchéboro Kamara était le secrétaire d'État à la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et en tant que tel, rien ne justifiait sa présence au stade. Rien ne justifiait sa présence au stade. Si ce n'était que de mater les manifestants. Lui-même l'a dit à cette barre que son service n'avait pas pour mission le maintien d'ordre. Il a dit ici. Le colonel Blaise Gomo est revenu dessus. Il est acquis au débat. Il est également acquis au débat que les premières scènes de torture, de violence ont éclaté entre son groupe et certains manifestants. Et c'est au cours de l'une de ces scènes de violence qu'un manifestant a perdu la vie au niveau de l'esplanade du stade.
Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur le colonel Moussa Keïboro Kamara, j'ai tenu à venir avec cette photo à cette barre pour vous montrer, Monsieur le Président. Parce que le colonel Moussa Keïboro Kamara a soutenu à cette barre qu'il était parti au stade. Qu'il était parti au stade avec son chauffeur et son garde-corps. Et que les éléments de l'antidrogue qui étaient au stade n'étaient pas armés. Mais en regardant cette photo, Monsieur le Président, de tout près, on se rend compte que les éléments de l'antidrogue qui étaient au stade étaient bel et bien armés. Parce que sur cette photo, on voit un homme porteur d'armes. Sur cette photo, on voit un homme, un élément de l'antidrogue avec un couteau en train de malmener un manifestant. Cet élément de preuve, Monsieur le Président, prouve à suffisance que le colonel Moussa Keïboro Kamara était bel et bien au stade à la tête d'un contingent de gendarmes. D'un contingent de gendarmes qui relevait uniquement de lui. Les éléments de preuve, Monsieur le Président, comme je l'ai tantôt dit, sont à titre indicatif. Dans le procès verbal d'audition de témoins du 13 septembre 2013, à la page 3, le capitaine Ibrahim Sano, chargé de la planification au camp Alpha Yaya Diallo, au moment des faits, a déclaré. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Keïboro est arrivé dans les bandes de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Pour vous dire, Monsieur le Président, que c'est lui qui coordonnait et qui donnait des ordres aux éléments qui étaient au stade avec lui. Dans le procès verbal de déposition également de M. Sori Kondé, en date du 10 septembre 2014, à la page 3, dit ceci. L'équipe qui était partie au stade était dirigée par le colonel Moussa Keïboro Kamara. Et cette équipe était composée d'une cinquantaine de gendarmes, y compris les policiers en civil qui travaillaient avec nous. Alors que dans son procès verbal d'interrogatoire, comme je l'ai tantôt dit, du 8 février 2012, le colonel Keïboro Kamara, à la 6e page, je précise, déclarait qu'il était au stade avec son garde-corps du nom de Sidiki Kamara. Le général Ibrahim Baldé, dans son procès verbal d'audition du 28 juin 2013 à la page 4, a déclaré ceci. C'est Keïboro, en tant que ministre, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Monsieur Mamadi Kondé, lors de la confrontation ici à cette barre, en date du 23 avril 2024, déclarait ceci. Je confirme mes déclarations selon lesquelles Keïboro a insulté les manifestants en disant de retourner et que celui qui insiste, il va le rentrer dedans. Lors de la confrontation en date du 23 avril 2024, M. Aboulaye Trouaba déclarait ceci. Lorsque M. Selou Dalen Diallo et moi étions dans le véhicule de colonel Moussa Keïboro Kamara, je l'ai entendu dire au téléphone, nous sommes ensemble avec Dalen et c'est fini pour lui. Et quand j'ai voulu rétorquer,
il m'a dit, si tu parles, j'enverrai une balle dans ta bouche. Madame Oumou Bari, dans son procès verbal d'audition en date du 29 avril 2010 à la 2e page, déclarait aussi à son tour ce qui suit concernant toujours le colonel Moussa Kébourou Kamara. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Peu après, la troupe de colonel est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène et en tirant à balles réelles. Ils ont abattu 2 jeunes qui ont été embarqués par les gendarmes dans un camion. Ce faisceau d'éléments est la preuve éloquente que la complicité d'assassinat est constituée à l'égard du colonel Moussa Kébourou Kamara. Parce que il est acquis au débat qu'il était au stade à la tête des éléments, de ces éléments armés jusqu'aux dents, et que ce sont ces éléments qui ont perpétré ces massacres. Sur les enlèvements et séquestrations, il est acquis au débat que des manifestants avaient été enlevés et conduits aux services spéciaux où ils ont été séquestrés, subir des traitements cruels et inhumains. Il est également acquis au débat qu'il y avait 2 conteneurs aux services spéciaux où les manifestants avaient été jetés pour être enfermés, et ce pendant plusieurs jours. Cela est d'autant vrai que lors de la confrontation passée, le colonel Moussa Kébourou Kamara entre le colonel Moussa Kébourou Kamara d'une part et maître Kerno Souleymane Baldé, monsieur Kalisso et monsieur Kalisso d'autre part, à l'audience du 17 avril 2024. Ces derniers ont soutenu avec conviction avoir été conduits et enfermés dans les 10 conteneurs. Ces déclarations de maître Kerno Souleymane Baldé et Kalisso sont confortées par celles de M. Abdul Hamid Diallo, en date du 22 avril 2024 à cette barre. Je confirme avoir été détenu au camp Alpha Yaya Diallo, chez le colonel Moussa Kébourou Kamara. M. Kalisso ajoutait ceci: j'étais dans un conteneur, dans le noir. Aux environs de 2 h du matin, j'ai été sorti de ce conteneur, déshabillé, avant d'être soumis à un interrogatoire musclé par Kébourou et ses hommes, avec toutes sortes de menaces. Et Kébourou déclarait en s'adressant à nous: vous allez périr ici. Ces éléments prouvent à suffisance que les faits d'enlèvement, de torture et de séquestration sont constitués à l'égard du colonel Moussa Kébourou Kamara. Sur la complicité de coups et blessures volontaires, il est évident que le colonel Moussa Kébourou Kamara a dirigé un contingent de gendarmes et de bérets rouges au stade du 28 septembre 2009. Il est acquis au débat, suivant les certificats médicaux versés au dossier, que les manifestants avaient été matés au stade. En plus de ces certificats, il y a des témoignages concordants qui attestent ces faits. Parmi ces témoignages, il y a celui de Mme Fatou Sike Kamara, directrice de CHU de Donka, au moment des faits, qui a déclaré ceci: les services d'urgence de l'hôpital Donka ressemblaient ce jour-là à une boucherie.
Cette déclaration, Monsieur le Président, honorable assesseur, suffit pour se rendre compte qu'il y a eu bel et bien massacre au stade. Au regard de ces éléments de preuve, il y a lieu de retenir le colonel Moussa Kébourou Kamara pour cause et blessures volontaires. Sur le cas de colonel Pivi, qui est présentement en fuite, Monsieur le Président, je ne vais pas trop m'attarder sur son cas. Cet accusé d'abord est poursuivi pour assassinat, enlèvement et séquestration, complicité de coups et blessures, pillage de marchandises, de biens mobiliers, d'incendie, de magasins, de conteneurs et leur contenu, vol à main armée de téléphones et de numéraires. Monsieur le Président, sur le crime d'assassinat, il est acquis au débat que le 28 septembre 2009, le colonel Pivi, à la tête d'un contingent, était dans les rues de Conakry. Aux alentours, plus précisément aux alentours du stade du 28 septembre 2009 à Dixine jusqu'à Anko 5 en passant par Hamdallah, Koloma, Koza et Bambeto, où il a sémé la terreur sur son passage. Il était, c'est le lieu de dire qu'il était un spécialiste des pillages. Monsieur le Président, cette infraction d'assassinat est prouvée à l'égard du colonel Claude Pivi par des photos choquantes produites au débat et contradictoirement discutées devant vous. Monsieur le Président, j'ai également pris la peine de venir avec ces images pour vous dire combien de fois le colonel Claude Pivi a sévi. Sur la première photo, on voit un jeune poignardé en pleine rue par un militaire dirigé par le colonel Claude Pivi. Cette photo a été produite au débat. Et je pense que c'est à cause de cette photo que le colonel Pivi a pris la fuite. Sachant bien qu'il n'y avait pas d'échappatoire pour lui. Permettez-moi, Monsieur le Président, avec votre permission, de lire le commentaire qui a été fait par le journaliste qui a pris la peine de prendre ces photos. Les 3 véhicules sont finalement partis. Ils ont laissé 2 soldats, ainsi que le jeune qui se vidait de son sang sur le sol. L'un des militaires restés sur place avait un poignard. Il s'est approché du jeune homme et l'a frappé à 3 reprises, près du cœur, dans le ventre et au dos. Une voiture de la garde présidentielle est ensuite passée récupérer les 2 soldats. Après leur départ, je suis descendu près du jeune homme qui venait d'être poignardé. Il ne bougeait plus. Je suis sûr qu'il était mort. La Croix-Rouge est venue le chercher 1 heure plus tard. Monsieur le Président, sur cette photo, on voit le colonel Pivi arrêté en position de combat, prêt à en découdre avec les manifestants. Prêt à en découdre avec la population civile sans défense. Prêt à en découdre avec des gens sans défense. Monsieur le Président, à travers cette photo, à travers
cette preuve, je vous prie très humblement de le retenir dans les liens de la culpabilité d'assassinat. Parce que cette pièce est une pièce du dossier. Cette pièce a été produite au débat et contradictoirement discutée devant vous. Sur le pillage de marchandises et de biens mobiliers, de vol à main armée. Cette infraction est prévue et punie par les articles 514 du Code pénal qui dispose: tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effet, propriété mobilière, commis en réunion ou en bande et à force ouverte est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans. Chacun des coupables est condamné à une amende de 1 million à 25 millions de francs guinéens. Comme sus énoncé, le colonel Pivi et ses hommes ayant une haine viscérale contre certains citoyens ont continué leur œuvre de persécution dans plusieurs quartiers de Conakry. Non seulement le 28 septembre, mais aussi les jours suivants. C'est aussi à Koza, Koloma, Bambeto, Anko 5, ainsi qu'au domicile de M. Cellou Dalein Diallo, que le capitaine, le colonel Claude Pivi, faisait du mal aux gens. Il faisait du mal aux gens, Monsieur le Président. Ce monsieur est allé au domicile de Cellou Dalein Diallo. Tout pied est emporté. Même le véhicule de ce dernier n'a pas été épargné. Comme sus énoncé, Monsieur le Président, honorable assesseur, le procès verbal d'audition de M. Mamadou Aliou Diallo en date du 15 mars 2010 le prouve à suffisance. Dans ce procès verbal, ce dernier déclarait: quand j'ai été appelé que les militaires étaient en train de gâter les boutiques à Koza, immédiatement j'ai pris le chemin pour venir voir mon magasin. J'ai été empêché par la présence des bérets rouges. Je précise que mon ami Chérif Ba a été arrêté par des gendarmes sous ordre de Pivi pour être déposé au camp. Le lendemain des événements, nous sommes revenus pour faire le constat. Nous avons observé que tout était saccagé. Ce faisceau d'éléments, parmi tant d'autres, est la preuve que les faits de pillage et de vol à main armée sont constitués à l'égard de Claude Pivi. Monsieur le Président, honorable assesseur, sur le cas de colonel Blaise Gomo, cet accusé est poursuivi pour complicité d'assassinat, complicité de viol, complicité de causer blessure volontaire. Sur la complicité d'assassinat, et la détention illégale d'armes par les recrues de Kalia. Il est acquis au débat que le colonel Blaise Gomo était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Il est également acquis au débat qu'il était fréquent au camp de Kalia pour le rassemblement des recrues. Ce sont ces recrues qui ont sévi
au stade. Pour preuve, lui-même a reconnu ici à cette barre qu'il était au stade à la tête d'un groupe de gendarmes. Et M. Mamadi Soumaoro, l'un des témoins, a signé et persisté. L'un des témoins clés même a signé et persisté que le colonel Blaise Gomo était très fréquent au camp. Il participait aux différents rassemblements, que d'ailleurs il était chez lui. Qu'est-ce que le colonel Blaise cherchait au camp de Kaléa, si ce n'était pas pour exécuter les instructions du capitaine Moussa Dadis Camara de mater les manifestants? Rien ne justifiait sa présence et la présence de ces hommes au stade ce jour 28 septembre 2009. Car son service n'était pas un service de maintien d'ordre. On lui a même posé la question, Monsieur le Président, à cette barre. Si ce jour-là, au stade, il y avait les grands bandits, il a répondu par la négation. S'il y avait les trafiquants de drogue, il a toujours répondu par la négation. Alors, qu'est-ce qui justifiait sa présence au camp à la tête d'un contingent, si ce n'était de mater, de massacrer les manifestants? Ce faisceau d'éléments prouve également à suffisance que les faits de complicité, de viol, que les faits de complicité, d'assassinat, de détention illégale, d'armes par les recrues de Kaléa est constitué à son égard. Sur la complicité de viol, quand les assaillants, composés d'hommes habillés et de miliciens, ont lancé l'assaut sur les manifestants au stade, un climat de panique générale a été créé et les hommes ont été récupérés. Et les hommes ont été récupérés au même titre que les femmes. Mais ces femmes, Monsieur le Président, ont été violées à ciel ouvert. Au début ici, Monsieur le Président, moi je ne croyais pas qu'un homme pouvait se déshabiller et violer une femme en présence des autres. Mais à travers ce procès, j'ai compris que c'est possible. J'ai compris que c'est possible. Il y a un constat amer, Monsieur le Président. En période de trouble, les militaires violent plus qu'ils n'en tuent. Ce jour-là, Monsieur le Président, ces femmes ont été violées à ciel ouvert devant le regard impuissant des autres femmes. Je l'ai dit ici, que c'est la pire des choses qui peut arriver à une femme, le viol. Monsieur le Président, dans cette affaire, cette infraction est soutenue par des certificats médicaux versés au dossier de la procédure. Ce faisceau d'éléments prouve à suffisance que les faits de complicité de viol sont constitués à l'égard de Blaise Gomo. Pour avoir pris les éléments de l'antidrogue, parce que lui-même, il a reconnu à cette barre qu'il était à la tête d'un contingent de gendarmes. Aller au stade pour perpétrer ces infractions.
sur le cas du colonel Aboulaye Chérif Diaby. Cet accusé est poursuivi pour enlèvement, torture, séquestration et coups et blessures volontaires. Il est acquis au débat que lorsque les blessés graves avaient été admis au service d'urgence de l'hôpital d'Onka, le colonel Aboulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé au moment des faits, était venu là-bas avec des militaires. Quand ils sont arrivés sur les lieux, il a aussitôt commencé à proférer des injures aux manifestants, blessés, avec toutes sortes de menaces. Allant plus loin, sous son ordre, certains blessés graves ont été embarqués dans des camions et d'autres ont reçu des coups de pied, sémant ainsi la terreur, au point que certains manifestants blessés étaient obligés de fuir de l'hôpital pour avoir la vie sauve. Il est aussi acquis au débat qu'il a été aperçu à la morgue de l'hôpital d'Onka, où il faisait embarquer des corps pour une destination inconnue. Ces infractions sont prouvées à l'égard du colonel Aboulaye Chérif Diaby à travers les déclarations de M. Alpha Oualaba en date du 14 novembre 2012 à la page 2 consignée dans son procès verbal d'audition. Ce dernier déclare ceci: j'ai reconnu ce nommé Aboulaye Chérif Diaby, que je voyais souvent à la télé, qui donnait des coups de pied aux victimes aux urgences de l'hôpital. Madame Fatou Sike Camara, ex-directrice de l'hôpital d'Onka, a déclaré avoir entendu les médecins urgentistes dire qu'effectivement, Aboulaye Chérif Diaby donnait des coups aux blessés graves admis aux urgences ce jour 28 septembre 2009. Monsieur le Président, honorable assesseur, jusqu'à date, les corps enlevés et embarqués dans des camions sous l'ordre de Aboulaye Chérif Diaby n'ont pas été retrouvés et restitués aux parents. Donc, il doit être retenu dans les liens de culpabilité pour l'infraction sur ce référencé. Sur le cas de Paul Mansa Guilavogui, cet accusé est poursuivi pour détention et séquestration de manifestants, de traitements cruels et inhumains. Ces infractions sont prévues et punies par les dispositions des articles 232 et 303 du Code pénal. Il est à noter que quelques jours avant le 28 septembre 2009, Paul Mansa Guilavogui a abandonné son service à Kankan pour venir rester au camp Makambo, où il était retenu et où il a été retenu par Joseph Makambo, l'un des gardes rapprochés du capitaine Moussa Dadis Kamara. Quand les manifestants avaient été enlevés au camp pour être conduits au camp Koundara, actuel camp Makambo, le sergent Paul Mansa Guilavogui a joué un rôle prépondérant dans la détention, la séquestration, les traitements cruels et inhumains des manifestants. En ce qui le concerne, Monsieur le Président, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je vais utiliser son propre procès verbal d'interrogatoire, ses propres déclarations. Il a reconnu dans son procès verbal d'interrogatoire, comme je l'ai dit, en date du 5 août 2016, les faits suivants. On fait exposer les gens sous le soleil quand le chef donne des ordres
on ne peut pas ne pas le faire. Toujours, dans ce procès verbal, il a reconnu que ces tortures consistaient à exposer les gens sous le soleil autour du mât, c'est lui qui parle, hein, et à les frapper avec des matraques. Ces déclarations sont confortées par celle de M. Mamadou Lamine Sall à l'audience du 4e mai 2024, lors de la confrontation avec M. Paul Mansa Guy-Lavoki. C'est le sergent Paul Mansa Guy-Lavoki qui nous torturait au camp Makambo. Il nous superposait les uns sur les autres. Il ne pouvait pas avoir de sentiment pour nous. C'est lui-même qui procédait aux tortures. Je ne vais pas, Monsieur le Président, mettre assez de temps sur le cas de sergent Paul Mansa Guy-Lavoki. Parce que lui-même a reconnu les faits. Parce qu'il a employé le mot « on ». Il a employé le mot « on ». On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Donc, au regard de ces éléments de preuve, il est évident que ces crimes sont établis à son égard. Sur le cas de colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo, cet accusé est poursuivi pour assassinat et complicité de viol. Sur l'assassinat, quoique le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo ait érigé la délégation en un moyen de défense en affirmant qu'il était détenu au PM3 le 28 septembre 2009. Mais, Monsieur le Président, honorable assesseur, il y a des éléments factuels qui prouvent qu'il n'était pas détenu à la maison, au PM3 ce jour. Il n'a jamais versé au débat une preuve quelconque pour attester qu'il était effectivement détenu au PM3 ce jour. Mieux, il a été dénoncé par le capitaine Sori Kondé en service au moment des faits au secrétariat chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Capitaine Sori Kondé, dans son procès verbal en date du 17 septembre 2014, a déclaré que c'est le colonel Kalonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie nationale, qui était le chef de notre équipe. Cela veut dire que lui-même, il était à la tête d'un contingent. Le capitaine Sori Kondé, Monsieur le Président, n'avait pas intérêt à dire des contre-vérités. Il le connaissait très bien. Pour avoir servi avec lui à l'antidrogue. Mais le colonel Kalonzo, quant à lui, a soutenu à cette barre qu'il était au PM3 du 3 août au 6 novembre 2009, alors que son témoin cité, en l'occurrence, le colonel Tamba Gabriel Diawara, a soutenu ici Mordicus qu'il a été nommé au PM3 le 21 octobre 2009 et que cette date n'a pas trouvé le colonel Kalonzo à ce service.
qui est pire, c'est le changement de version du témoin colonel Tamba Gabriel Diawara, en ce sens que, lors de son premier passage ici à la barre, il avait déclaré qu'il ne pouvait pas affirmer si le 28 septembre avait trouvé le capitaine Kalonzo en détention au PM3. Et lors de la confrontation, le même témoin affirmait être parti au mois d'octobre, sans préciser la date, avec le colonel Ibrahima Kalonzo à l'antidrogue, pour rencontrer le colonel Moussa Kegbour Kamara pour pouvoir aplanir leurs désaccords. Ce qui est évident, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo n'a jamais déclaré, ni dans ses procès-verbaux d'audition, ni à la barre, à cette barre, qu'il y a eu des antécédents entre lui et le capitaine Sori Kondé, qui pouvait pousser ce dernier à le dénoncer gratuitement. En réalité, le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo était bel et bien au stade ce jour, à la tête d'un contingent de militaires, à la tête d'un contingent composé de militaires de bérets rouges et de bérets rouges. Pour perpétrer ces massacres. Quand il est venu au stade à la tête d'un groupe de gendarmes, comme les autres chefs militaires présents sur les lieux, il a cherché aussi à exécuter et à faire exécuter les instructions du capitaine Moussa Dadis Kamara, selon lesquelles de mater. Et je vous avoue, Monsieur le Président, les manifestants avaient vraiment été matés. Dans la foulée, certaines femmes ont été déshabillées, violées à ciel ouvert, comme en font foi les certificats médicaux et les photos versées au dossier. Ces faisceaux d'éléments prouvent à suffisance que les faits d'assassinat et de complicité de viol sont constitués à l'égard du colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo. Sur le cas, excusez-moi, Monsieur le Président, sur le cas de Mamadou Aliou Keita, je disais bien, sur le cas de Mamadou Aliou Keita, cet accusé qui est poursuivi pour viol, infraction prévue et punie par l'article 268 du Code pénal. Monsieur le Président, comme j'aime le dire, aucune mère n'aimerait entendre parler de viol à l'encontre de son enfant, de sa fille. Aucune femme aussi, Monsieur le Président. Aucune femme, dis-je. Aucun enfant. Aucune fillette, Monsieur le Président, ne pourra jamais se remettre suite à un viol. Ça, c'est clair. Parce que le viol, je l'ai tantôt dit, c'est la pire des choses. Vous comprendrez, Monsieur le Président, les déclarations contradictoires de l'accusé Marji Chef, Mamadou Aliou Keita, prouvent à suffisance que les faits mis à charge sont bel et bien constitués à son égard. Ainsi, ces propos
contradictoires sont consignés dans son procès verbal d'audition du 7 mai 2013 et dans le procès verbal de confrontation du 29 novembre 2022. Dans son procès verbal du 7 mai 2013, il déclarait ceci: « J'ai connu cette dame parce que je faisais la cour à une fille du nom de Madame Mariam Diallo, dite Mima, laquelle d'ailleurs a été fiancée par moi. Cette dernière était dans la même chambre que Madame Aïssietou Bari. Donc, je fréquentais régulièrement leurs concessions, de telle sorte que je suis connue de toute la famille. C'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de Madame Aïssietou Bari. » Alors que dans le PV de confrontation en date du 29 novembre 2022, à la deuxième page, il déclarait ceci: « Cette dame que vous me présentez, je ne la connais pas de nom jusque-là. Mais c'est en 2016, à l'escadron numéro 2 de Hamdallah, que je l'ai vue pour la première fois. » Monsieur le Président, honorable assesseur, il est également à noter que M. Mamadou Aliou Keita n'était pas le seul gendarme au stade. Il était évident qu'il se connaît bel et bien avec Mme Aïssietou Bari, parce qu'ils vivent dans le même quartier. En plus, M. Mamadou Aliou Keita avait fiancé Mariam Diallo, qui était de la même famille qu'Aïssietou Bari, avec laquelle elle partageait le même lit. Ce qui voudrait dire que Aïssietou Bari ne peut jamais se tromper sur la personne de Mamadou Aliou Keita. En réalité, Mme Aïssietou Bari a reçu des coups de crosse qui l'ont mise à terre avant d'être violée par M. Mamadou Aliou Keita. Il y a un certificat médical qui est versé au dossier de la procédure, Monsieur le Président, pour attester ce viol. Dès lors, il y a lieu de retenir M. Mamadou Aliou Keita dans les liens de culpabilité de viol sur Mme Aïssietou Bari. Monsieur le Président, honorable assesseur, voilà les faits dans leur exactitude. Monsieur le Président, après avoir démontré les éléments constitutifs des infractions poursuivies, il serait judicieux de démontrer la requalification. Mais Monsieur le Président, je préfère ne pas me prononcer sur la requalification, parce que cette partie a été vraiment passée au peigne fin par mes prédécesseurs. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau aussi, dans le secret de votre délibération, en ce qui concerne la requalification, pensez à l'application des dispositions des articles 7 et 28 du Statut de Rome. Sur la recevabilité de la constitution de partie civile, de M. Ouribaï Louba, Aïssietou Bari et plusieurs autres, de la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, de l'Association des victimes, parents et amis du 28 septembre 2009 à VIPA, le tout en application des dispositions des articles 486 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, je vais vous épargner la lecture de ces dispositions. Je vais aller directement au vif du sujet. Au regard de ces dispositions légales pertinentes, il est à bon droit de recevoir M. Ouribaï Louba et autres en leur constitution de partie civile. Monsieur le Président, honorable assesseur,
Les préjudices causés aux victimes par les infractions dont vous êtes saisis sont énormes. Des centaines de nos concitoyens voulant exprimer leur opinion politique ont été abattus comme des gibiers. Certains ont été poignardés à l'aide des armes blanches qui sont devenus des handicapés physiques et moraux à vie. Certaines personnes assassinées ont laissé derrière elles des familles qui sont juste là, sans soutien financier ou moral, et dont les enfants sont victimes de déviance pour faute de moyens de subsistance. Des femmes maltraitées, violées et réduites en esclavage sexuel dans certains camps militaires de la présidence, dans certains camps militaires, y compris le camp Almami Samouri et le camp Alpha Yaya Diallo, siège de la présidence d'alors. Monsieur le Président, honorable assesseur, certaines de ces femmes violées ont contracté les grossesses non désirées, des maladies sexuellement transmissibles, y compris le sida. D'autres ont vu leur foyer se désintégrer à jamais. Tous ces faits sont étayés par les éléments de preuve versés au dossier. À titre indicatif, la directrice de l'hôpital Donka, Mme Fatou Sike Kamara, a soutenu à cette barre que les services des urgences de cet hôpital ressemblaient ce jour-là à une boucherie. C'est pourquoi, Monsieur le Président, honorable assesseur, Monsieur Ouribaïloba, Assietou Bari et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, la FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, le GDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, sollicitent qu'il vous plaise, pour la réparation de ces préjudices, condamner solidairement 1. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, commandant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, le capitaine Marcel Guilavogui, le colonel Moussa Kiebouro Kamara, le colonel Claude Pivi, le colonel Blaise Gomo, le colonel Aboule Chérif Diaby, le sergent Paul Mansa Guilavogui et le colonel Ibrahima Kamara Di Kalonzo et M. Mamadou Aliou Keita, à leur payer des montants déjà énumérés par mon des confrères, Maître Amadou DSBA. Qu'il vous plaise également, Monsieur le Président et honorable assesseur, d'ordonner le versement provisoire de tous les montants qui seront accordés aux parties civiles à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l'article 442, renvoyant à celle de l'article 535 du Code de procédure pénale. Monsieur le Président, avant de terminer, permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux victimes, parce que ce sont elles qui ont souffert dans leur âme, dans leur chair. Permettez-moi par la même occasion de remercier mon cher et aîné confrère Maître DSBA, qui a bien voulu m'accorder le privilège d'être parmi les avocats de la partie civile. Sans oublier également mes parents et mon cher époux, parce qu'il n'est pas facile d'avoir une avocate comme épouse. Je vous remercie et j'ai plaidé. Vous pouvez rejoindre le box, s'il vous plaît.